Quand on parle de relations toxiques et de relations d'emprise, bien souvent on se retrouve confronté à des pervers narcissiques. Alors pas que. Il y a toute forme de toxicité, ça peut être avec une personne jalouse, avec une personne malade. Là en l'occurrence, moi je voudrais mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal, c'est le pervers narcissique. Et le pervers narcissique, pour vous décrire quel type de personne c'est, je vous propose de découvrir Monsieur le chat. Tout le monde connaît le chat? On est d'accord? Ok. Le chat, qui n'aime pas les chats? Ah il n'y a personne. Ah, une petite dame qui n'aime pas les chats. Et pourquoi on n'aime pas les chats? C'est rare, hein? Ça laisse des poils partout. C'est trop indépendant. Ok. Le pervers narcissique, c'est un chat. Vous voyez, c'est un petit animal tout mignon. Je me pousse un peu parce que je vous cache peut-être la vue. C'est un animal tout mignon. Quand c'est tout petit, on a quoi? On a envie de lui faire des câlins, c'est attendrissant, ça joue avec nous, c'est trop rigolo. C'est une petite boule de poils charmante, c'est affectueux, ça demande de l'amour et de l'attention. Oui, mais ça grandit. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Merci. Et en grandissant, le chat il change un peu. Alors, il change déjà de taille. Hein, voilà, ça devient gros, ça laisse un peu des poils partout, mais vous remarquerez que votre petit chat il vous demande toujours des câlins. Hein, il vient chercher le câlin, il vient se mettre dans vos pattes, il vient s'asseoir sur vous, sur l'ordinateur quand on travaille, c'est pénible. Il se met dans votre lit, puis il réclame le câlin à 3h du matin, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et déjà, ça, le chat qui vient réclamer le câlin à 3h du matin en se fichant éperdument de savoir si vous dormez ou pas, ça a déjà un petit côté énervant. Mais aussi quand il grandit, il a son caractère, vous voyez. Il vient chercher les câlins, mais quand vous lui faites le câlin, des fois ça passe pas. Des fois, il vous feule dessus, c'est pas le moment, il voulait le câlin mais maintenant il le veut plus. Et puis, vous risquez de vous faire griffer, cracher dessus, alors que vous, au départ, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez simplement répondre à la demande du gentil petit chat. Le gentil petit chat, il veut son câlin, vous lui donnez son câlin et c'est pas ça qu'il voulait. Ou alors c'est pas le bon câlin. Ou alors c'est pas au bon endroit de la tête que vous avez gratté. Bref, quoi que vous fassiez, vous avez tort. Dommage. Et puis comme me l'a dit la petite dame, le chat c'est indépendant. Et le chat, s'il n'a pas envie de vous voir, qu'est-ce qu'il fait? Il file pendant 3 jours, il est où Nénès, il est où Nénès, on met des affiches, on placarde dans la ville, on a perdu Nénès, et pas de Nénès. Et puis 3 jours après, il revient tout tranquille. Tout tranquille, Nénès. Où t'étais passé? Il a été faire sa vie, il se fiche éperdument de savoir si vous vous êtes inquiété ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est lui. Donc lui, il a profité de son temps, il s'est bien amusé. Et puis, vous, il s'en fout. Et c'est un peu comme ça que le pervers narcissique vous voit. Le pervers narcissique, il vous voit comme quelqu'un qui est là pour le distraire. Hein. Alors, soit pour le distraire, comme la petite pelote de laine, donc il lance, il tire sur le fil, il lance, il tire sur le fil, il lance, il tire sur le fil, et il s'amuse. Ou bien il vous voit comme une proie. Et alors là, on va parler d'autre chose. Parce que pour le chat, la proie, qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, une souris, un petit lézard. Qui a des chats? Super. Est-ce que vous avez déjà eu un petit cadeau devant votre porte? Du genre, une petite souris. Elle était en vie, la petite souris? Non. Pardon? Elle a couleuvre vivante. Ah oui, parce que la couleuvre, ça fout les pétoches un peu quand même. Mais la souris morte. Entière? Oui? Ah, vous avez eu du bol. Souvent, on a la souris morte, sans la queue, sans la tête. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre chat, il a trouvé une souris. Il a dit, oh, chouette, un jouet. Et puis ce qui est drôle, c'est que c'est un jouet qui bouge. Donc on va courir après parce que c'est très amusant. Et puis on va jouer, on va le lancer, on va marcher dessus, on va sauter dessus, on va le mordiller. Et puis dans ce coup, le jouet ne bouge plus. Qu'est-ce qui se passe quand le jouet ne bouge plus? C'est plus drôle. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène. On le ramène où? Alors on ne va pas dire on le ramène à son maître, hein, parce que je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous ne possédez pas un chat. Le chat habite chez vous, mais non. C'est lui
qui habite dans votre maison, mais c'est pas votre maison. C'est vous qui habitez chez lui. Voilà, il faut bien en prendre conscience. C'est lui le chef, c'est vous qui habitez chez lui et qui le dérangez éventuellement. Donc il ramène la souris chez lui, pas chez vous. Et puis il vous dit, tiens, j'ai cassé mon jouet, change mon jouet. On peut changer d'image. Et est-ce qu'une fois que le chat a fait ça, on peut conclure qu'il est méchant? Pas vraiment. Nous, ça nous fait mal au cœur de ramasser une souris morte ou un oiseau sans tête. Mais le chat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à son instinct. Il a chassé, il a vu passer un jouet, il a joué avec, le jouet est cassé. Est-ce qu'il a conscience d'avoir fait du mal? Bon, peut-être, mais alors il n'y a rien de moins sûr. Eh bien, le pervers narcissique, c'est exactement la même chose. Et est-ce qu'il pense aux conséquences, le chat? Pas du tout. Pas du tout, ça lui importe peu de savoir s'il y a des conséquences à ce qu'il a fait. Lui, il a joué, le jouet est cassé, on change de jouet. Il n'y a pas de conséquences pour lui. La seule conséquence, éventuellement, c'est d'aller chercher un autre jouet, il faut en trouver un, bon. Et même, ça peut être amusant, parce que, du coup, c'est l'occasion d'une bonne balade. Voilà. Donc, en fait, la seule chose qui l'a intéressé, le chat, c'est de satisfaire son besoin personnel. Pas le vôtre. Vous n'avez pas demandé de chat, vous n'avez pas demandé de souris, vous n'avez pas demandé d'oiseaux décapités devant votre porte. Vous vouliez simplement que Nénès revienne à la maison parce que ça fait 3 jours qu'il est parti quand même, il exagère. Voilà. Et ben là, voilà, il est revenu. Hein, il est revenu avec sa souris morte ou son oiseau sans tête. Eh bien, quand vous êtes face à un pervers narcissique, il est le chat et vous êtes la proie. Ce type de personnalité se monte sur une faille narcissique, c'est-à-dire une grosse blessure émotionnelle qui a eu lieu dans la jeunesse, dans la toute première jeunesse, hein, avant ses 5-6 ans. Et puis, cet enfant blessé n'a pas trouvé d'autre solution pour survivre psychiquement que d'arrêter son développement émotionnel. Donc il a arrêté son développement émotionnel, mais évidemment, comme chacun le sait, on ne peut pas arrêter son développement physique. Donc cet enfant blessé émotionnellement s'est arrêté de grandir au niveau des émotions, mais pas au niveau de l'âge et du physique. Vous vous retrouvez en face d'une personne qui, à 30 ans, a les réflexes émotionnels d'un enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe quand on contrarie un enfant de 6 ans? Tu n'auras pas ta sucette. Caprice, comédie, je me roule par terre, je crie, je pleure, je casse des trucs. Maman, je t'aime plus, t'es plus ma copine. Sauf qu'à 30 ans, on n'utilise pas les mêmes mots et on n'utilise pas les mêmes techniques. À 30 ans, on utilise des grossièretés, on utilise des insultes, on casse la vaisselle, on met des coups de poing dans le mur ou ailleurs. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le pervers narcissique est un chat ou une chatte. Indépendant, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et vous devez faire ce qu'il veut, quand il veut. Et si vous pensez faire ce qu'il veut au moment où il ne le veut pas, la sanction tombe. Tu es une incapable, je ne t'ai jamais rien demandé, ou des choses beaucoup plus violentes parfois. Et donc, comme vous êtes la proie de ce pervers narcissique qui vient à vous, vous vous rappelez, hein, au début, c'est un mignon petit chat. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en apercevoir que vous êtes une proie? Quand vous êtes sur un tout petit chat comme ça, tout mignon, qui vient faire des câlins, oh, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il est trop mignon ce petit chat! Je le recueille, je lui donne à manger, je lui fais des câlins et avec tout l'amour que je vais lui donner, qu'est-ce que ça va faire? Un superbe chat, adorable, câlin, que tout le monde va m'envier, et puis qui va bien sûr m'obéir, mais hic. Parce que quand il grandit, ça devient le chasseur de souris.
Et quand on est la proie du chat, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que si vous étiez une souris et que vous vous retrouviez face à un chat, en connaissant évidemment les dangers que ça représente, vous diriez « Salut le chat, t'es sympa aujourd'hui, tu ne manges pas. Hein. C'est pas sympa de manger les souris, puis tu sais, j'ai des gosses à nourrir. » Non, non, ça marche pas. Le chat, il s'en fiche de ce que vous lui dites. De la même façon que le pervers narcissique. Le chat restera un chat, et le pervers narcissique restera un pervers narcissique. Est-ce que c'est la faute du chat s'il est un chat? Non. C'est pas plus la faute du pervers narcissique s'il est un pervers narcissique, mais on ne peut pas le changer. C'est pas la peine d'avoir une discussion. Vous ne ferez pas comprendre au chat qu'il ne faut pas tuer les souris, et vous ne ferez pas comprendre au pervers narcissique que ce qu'il fait, ça fait du mal aux gens. Ou que ça vous fait du mal, et voire que ça détruit des gens. Aucun intérêt pour lui. Pour lui, courir après la souris ou après l'oiseau, c'est un jeu, c'est tout. Et puisque ça l'amuse, bah ça n'a rien de mal. Et si ça fait mourir la souris, ça n'est pas grave, parce que je me suis amusée. La mort de la souris ou de l'oiseau, bah c'est simplement une conséquence du jeu, comme s'il avait cassé son jouet. Et évidemment, comme le chat, le pervers narcissique trouvera toujours un autre jouet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tout ça pour vous donner un petit peu le cadre dans lequel on évolue avec la pire des personnes qu'on puisse rencontrer dans les relations toxiques. Alors évidemment, ces personnes-là, vous les rencontrez dans le milieu sentimental. Hein. Vous pouvez tomber amoureux, amoureuse d'un pervers ou d'une perverse narcissique. Vous pouvez aussi rencontrer ces personnes-là dans votre famille. On peut grandir avec un frère, un père, une mère, une cousine perverse narcissique. Dans les amis, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais dans les amis, il y a des pervers et des perverses narcissiques. Des amis exclusifs qui vous font des crises de jalousie, qui ne sont jamais contents de l'endroit que vous avez choisi pour partir en vacances avec eux, qui trouvent toujours un problème dans n'importe quelle situation. Au travail, un patron, un collègue, un client, un fournisseur. Vous pouvez trouver les pervers narcissiques partout. Et c'est la pire des personnes que vous puissiez côtoyer. Donc, si cela vous est possible, le meilleur conseil à vous donner, eh bien, c'est de fuir. Fuir cette personne, ou bien de limiter au strict minimum les interactions avec ce type de personne quand on ne peut pas faire autrement. Si c'est le patron, par exemple, difficile. Voilà pour moi. Je suis psychopraticienne. Vous pouvez, si vous souhaitez plus de renseignements ou de questions, me les poser directement. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui? N'importe quel type. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir... Je vais vous donner deux exemples complètement opposés. Vous pouvez avoir un enfant qui grandit dans une famille violente, qui se retrouve avec un parent violent envers son époux ou son épouse, et l'enfant assiste à ces violences. Pour se protéger de ce choc émotionnel, l'enfant va choisir de stopper son développement émotionnel pour ne pas souffrir. Deuxième possibilité. Vous êtes avec votre enfant, vous allez vous promener, vous êtes une famille tout à fait bienveillante, vous êtes maman, hop, avec la poussette, vous prenez votre enfant de 3 ans, et puis il y a déjà beaucoup de monde dans la boulangerie, bah, vous ne pouvez pas trop rentrer avec la poussette parce que tout le monde est serré, vous êtes vraiment à 2 mètres de votre enfant, séparé par la simple vitrine, vous laissez la poussette devant, vous dites à votre enfant, je reviens tout de suite, je vais chercher du pain. Vous vous absentez 30 secondes. Mais 30 secondes pendant lesquelles votre enfant vous a peut-être pas vu. Et là, il a eu une peur bleue, il a eu l'impression d'être abandonné, et ça a été beaucoup trop difficile pour lui. Et il a choisi à ce moment-là, bien sûr tout ça c'est inconscient, hein, on s'entend, il a choisi à ce moment-là de bloquer son développement émotionnel pour supporter cet abandon-là. Ce qu'il considère comme un abandon. Que vous n'avez pas du tout considéré comme un abandon, vous êtes de toute façon une famille bienveillante, mais à cet instant T, cet enfant-là n'était pas prêt à recevoir ce type d'émotion. Donc on ne peut pas vraiment anticiper. Alors, je ne vous cacherai pas, évidemment, que dans la première situation, vous avez plus de chances de provoquer un choc émotionnel violent qui va amener à ça. Mais ce ne sont pas que ces chocs émotionnels violents-là qui sont en cause.
très bonne question. Est-ce que les pervers narcissiques ont conscience d'être des pervers narcissiques? Alors, je vais répondre en deux parties. La première partie, le pervers narcissique n'a pas conscience d'être un pervers narcissique et il n'a même pas conscience d'avoir un problème. Voilà. Donc, le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est surtout, quand vous vous trouvez face à quelqu'un dont vous pensez qu'il est pervers narcissique, ne lui dites surtout pas « tu es pervers narcissique ». Surtout pas. Là, vous vous abattez à la pluie de sauterelles, les 7 plaies d'Égypte, là vous avez tout. Hein. C'est vous le pervers narcissique, vous êtes complètement cinglé, il faut aller vous faire soigner, etc. On ne dit rien, on s'en va. Et de votre question, je vais faire découler une autre question. Est-ce que le pervers narcissique fait volontairement du mal? Parce que derrière cette question, est-ce que le pervers narcissique a conscience d'être pervers narcissique? Il y a une notion de plaisir, peut-être. Mais comme le chat, en fait, cette personne a bloqué son développement émotionnel. Donc pour lui, il est tout à fait normal. Et ce qu'il fait, quoi qu'il fasse, si c'est fait pour satisfaire son plaisir personnel ou son besoin à l'instant T, là j'ai besoin d'un câlin, là j'ai besoin de m'éclater avec mes copains, là j'ai besoin de m'acheter une voiture à 100 000 €, peu importe si ça fait souffrir quelqu'un d'autre, ça ne présente aucun intérêt, tant que ça le satisfait lui. Donc, il peut avoir conscience de faire du mal, mais il s'en fiche royalement. Voilà. Pas de traitement. Ça n'est pas reconnu comme une pathologie. Alors, ça ne figure pas au DSM-4, qui est le manuel utilisé, enfin 5 maintenant, en psychologie. Mais au début, on a dit qu'il fallait se battre pour que ce soit reconnu comme un problème psychologique. Psychologie, psychiatrie, mais on voulait se battre pour que ce soit reconnu, sauf que si on reconnaît que c'est un problème psychiatrique et que la victime a pris des coups, voire a été poussée au suicide, eh bien, on s'expose à quoi? Le pervers narcissique n'est pas responsable parce qu'il est malade. Et ce qui se passe, c'est que c'est une personne tout à fait responsable. Donc c'est une déviance, mais on préfère, malheureusement, que ça ne soit pas reconnu comme un problème psychiatrique. Et ces personnes-là, comme elles considèrent qu'elles n'ont pas de problème, elles ne vont pas se faire soigner. Voilà. Et si elles y vont, ça peut arriver. Oui, il faut qu'on fasse une thérapie de couple. Elles y vont 2 fois, 3 fois, pour montrer leur bonne volonté. Comme la petite pelote de laine qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Je lance la pelote, je retire un peu le fil pour montrer que je suis de bonne volonté, et je relance la pelote plus loin. Je suis d'accord pour aller consulter, faire une thérapie de couple chez un psy. Mais quand on va rentrer au bout de la 2e séance, mais il est complètement nul ce psy, t'as vu le prix qu'il nous prend, t'as bien vu, il a dit que moi je faisais tout bien et que toi t'étais vraiment à côté de tes pompes. 3e séance, bon ça va, il y en a marre, tu vois bien, il a dit que c'était toi qui avais un problème, donc t'as qu'à continuer d'y aller, puis moi j'y vais pas, ou c'est un charlatan, ou voilà. Donc ces gens-là, s'ils font le pas d'aller voir un psy, c'est pour appâter de nouveau la victime. C'est tout. C'est une possibilité. Mais alors, la perversion narcissique, c'est pas héréditaire. Voilà. Par contre, grandir dans un climat insécure, ça peut amener à de la perversion narcissique. Je connais plein de personnes qui ont grandi dans un climat insécure et qui ne sont pas perverses narcissiques. C'est la loterie. Oui.
Alors, dans le cas où l'enfant a enregistré le schéma du parent maltraitant et qu'il le reproduit. Alors déjà, on va avoir une question sur l'âge de l'enfant. Alors un enfant qui reproduit un comportement maltraitant à 14 ans, c'est pas forcément bon signe, mais ça peut aussi être associé à la crise de l'adolescence. Donc il est encore temps de recadrer. Et puis il ne faut pas tout mélanger. La perversion narcissique, c'est quelque chose de très particulier. Quelqu'un de violent n'est pas nécessairement pervers narcissique. Quelqu'un de pervers n'est pas forcément pervers narcissique. Ça regroupe deux choses, la perversion, le narcissisme. Le narcissisme, c'est moi d'abord, moi. Et la perversion, c'est prendre plaisir à voir souffrir les autres. On peut se retrouver avec une personne qui reproduit un comportement violent ou agressif par mimétisme, parce que c'est ce qu'il a appris, mais s'il est contrebalancé par un parent sécurisant et qui va recadrer les choses, on peut adoucir ce type de comportement et remettre l'enfant sur la bonne voie. Maintenant, à 14 ans, le caractère est déjà un petit peu forgé. On est en train de finir de chercher les limites. Donc c'est à 14 ans qu'il faut vraiment coller les limites. Ça, c'est tolérable, ça ne l'est pas. Je suis un parent, tu es un enfant, et ce que je fais, c'est bienveillant, donc pas de réaction de ce type de violence, par exemple. On ne peut pas présumer de ce que va devenir un enfant. Par la suite, il y a des enfants qui grandissent dans des familles extrêmement bienveillantes, équilibrées, etc., qui deviennent des tueurs en série, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et puis il y a des enfants qui grandissent dans des familles complètement torturées, et puis qui deviennent... prenez l'exemple de Boris Cyrulnik, qui a grandi pendant la guerre, qui a été déporté, qui s'est caché, qui a vu toute sa famille décimée dans les camps de concentration. C'est un des plus grands experts psychologues d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas présumer de ce qui va se passer. Par contre, effectivement, il faut vraiment fixer les limites et border quand on se retrouve avec un enfant qui reproduit un schéma déviant. Voilà. Et puis, évidemment, quand on a un doute, la première chose à faire, c'est bien sûr de confier l'enfant aux soins d'un psychologue, d'un psychiatre, du médecin traitant. On demande au médecin traitant, voilà, j'ai une inquiétude vis-à-vis de tel comportement. Est-ce que vous pouvez me conseiller un psychologue ou un psychiatre qui pourrait m'indiquer s'il y a une thérapie à suivre ou autre, si le comportement de mon enfant est normal, ou si peut-être il y a une mauvaise interaction entre le parent et l'enfant. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être un conflit aussi. Alors, je suis Cathy. Si je vous parle aujourd'hui des relations toxiques, c'est que je suis résiliente de 30 années de relations toxiques. Et une fois sortie de ce schéma, eh bien, je me suis sentie libérée, j'ai été reconstruite. J'ai fait beaucoup d'efforts pour ça, et avec beaucoup d'aide. Et j'ai décidé de mettre à profit mon expérience, et puis mes années de combat, et mes connaissances sur le sujet. Et j'ai suivi une formation de psychopraticienne et je suis spécialisée dans les liens toxiques et les traumatismes qu'ils provoquent, et j'ai choisi d'accompagner les victimes dans leur reconstruction. Et ce dont je vais vous parler me touche profondément, donc vous m'excuserez si j'ai mon texte sous les yeux, parce que je ne voudrais rien oublier. Tu peux pas ramasser un peu ta grande gueule? Tu la ramènes tout le temps! Mais putain, tu veux pas juste la fermer de temps en temps? C'est bien à moi qu'il s'adresse. Ça met mal à l'aise. La raison de la colère, j'ai pas plié son jean de la façon qui lui convient. Vous comprenez sa réaction? Non? À main levée, ça dérange quelqu'un ou... Ouais? Ah, quand même. C'est bizarre. Parce que ça n'a dérangé personne pendant 30 ans. Ou presque. Enfin, pourquoi ça dérange personne? C'est tout simple, c'est parce que, en général, ça se passe dans la sphère privée. La violence psychologique, c'est quelque chose de sournois, ça se fait en douce, ça se faufile doucement dans chaque phrase, dans chaque regard, et on se rend compte de rien. Faut pas croire qu'elle reste privée, non.
Elle sort parfois du cercle intime et puis ça s'immisce par petites touches, presque imperceptibles, dans les réunions de famille, au bureau, en sortie, chez des amis, en vacances, en voyage. Et comme l'eau qui tombe goutte à goutte sur la pierre, eh bien, ça use le cœur et l'âme, ça use le corps et la santé. Peu importe le temps que dure la relation, et peu importe quel type de relation, l'emprise se crée et elle laisse des traces significatives. Pendant mes 30 années d'expérience, j'ai pu étudier de très près, très spécifiquement, 2 cas différents, en détail, presque au microscope, malheureusement. Et si le violent psychologique est insoupçonnable, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est parce qu'il porte en public le masque qui convient à son entourage. C'est quelqu'un de drôle, d'affable, qui a des connaissances, oulala. Et puis il est sympa, il est serviable. Il sait tout faire, pourvu que l'effort ne dure pas trop longtemps, parce que sinon, des fois, comme le chat, un petit coup de gueule. Et puis surtout, pourvu que tout le monde tourne dans son sens. Il ne faut pas être contrarié non plus. Si on se laisse prendre au piège, eh ben, c'est simplement parce que notre individu a revêtu le masque que nous avions envie de voir. Et encore une fois, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine personnel, professionnel, familial, on peut se laisser avoir. Et dans quel but, d'après vous? Quelqu'un a une idée? Se faire aimer, pourquoi pas? Bien sûr. L'idée, c'est de séduire. Séduire, pourquoi? Pour attraper sa proie. Pas mal. Pour servir ses intérêts. Effectivement. Attraper sa proie pour servir ses intérêts. Alors les intérêts, ils peuvent être multiples. Ça peut être conclure une affaire, signer un contrat, trouver quelqu'un dont on pourrait profiter sous couvert de l'aimer. J'ai pas de travail, j'ai pas de situation, il y a une jolie demoiselle qui est là, qui a un appartement, ça m'arrange bien. Je vais la séduire et je m'incruste. Je suis un coucou. Évidemment, sa technique est bien rodée. Il distribue des attentions, des marques d'intérêt, des preuves d'amour ou de reconnaissance, qui vous mettent en confiance et vous rendent heureux. Puis rapidement, et sans prévenir, là on passe à autre chose. On distribue de la critique, on distribue de la colère, on distribue de la moquerie, de la méchanceté gratuite. On s'attaque à vous, oui, mais aussi à tout ce qui vous touche. Parfois, dans un torrent de colère et des hurlements et des disputes sans fondement qui durent pendant des heures. Tu sais très bien faire chier ton mec, comme ta mère l'a fait, comme ta grand-mère lui a appris. Fais bien ton job, pose-toi les bonnes questions. D'après toi, pourquoi ton grand-père est alcoolique? Ta grand-mère est tellement chiante que ça finit par le tuer, le pauvre. Souvent aussi discrètement, sous forme de critique déguisée. Et puis... Elle est jolie, certes, cette robe. Dommage que le verre taille pas. Elles sont très bonnes, tes lasagnes, mais il manque un petit quelque chose. Tu devrais demander à Jean-Pierre. Lui, il sait vraiment bien les faire. Ça, c'est de l'agressivité passive. Puis vous avez aussi le chantage. Tu m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment, tu viendrais avec moi dans le club échangiste, juste pour voir. Tu penses qu'à toi. Alors, il se produit 2 choses en vous, à ce moment-là. Une incompréhension, une confusion, qui vous font perdre pied. Parce que vous êtes tellement surpris que vous restez sans voix, sous le choc sonné. Vous essayez de trouver du sens à cette attaque soudaine qui se déclenche bien souvent sans aucune raison. À un moment où tout se passait bien, à la plage, en vacances, après un repas en amoureux ou un repas d'affaires fructueux. Et puis, vient le besoin de montrer que vous êtes à la hauteur, de prouver que ce qu'on vous dit de vous est faux. Donc vous tentez de vous justifier, de calmer l'autre, de le rassurer, de vous excuser. Même si vous ne savez pas pourquoi vous devez vous excuser. Vous cherchez du sens
à tout ça. Et comme quelqu'un qui passe des heures sur un puzzle pour trouver la bonne pièce, vous lâcherez pas cette histoire. Tant que vous n'aurez pas compris ce qui se passe et trouvé la pièce manquante de votre puzzle. Laisse tomber. T'es pas équipé intellectuellement. Reste à ta place de temps en temps, ça fera des vacances à tout le monde. Pauvre fille. Hein. Alors vous vous accrochez. Vous vous excusez, vous vous taisez, ou vous obéissez. Pour comprendre, pour avoir la paix, pour y arriver, par amour, pour sauver la relation, que sais-je. Et tout redevient beau. C'est la lune de miel. On vous berce à nouveau de belles histoires. Un repas en amoureux, chouette. Un week-end à la mer, top. Un cadeau, ouais. Quelque chose qui vient rallumer la petite flamme et fait briller les étoiles dans les yeux. Et puis ça vous redonne confiance. Ça endort la méfiance. Finalement, ça rassure. Ça vous fait dire « Oh, je me suis trompée, tout va bien. » Et puis on vous isole, doucement, l'air de rien. Votre mère fume trop, c'est pas un bon exemple pour les enfants. Faudrait qu'elle vienne moins souvent à la maison quand même. Hein. Et puis votre collègue, la Nadine, elle est vraiment pas très intelligente. Hein. Elle vous tire vers le bas. Vous valez mieux que ça quand même. Faut arrêter de la fréquenter. Et vos enfants, mais ils sont insupportables, hein. Insupportables, hein. Il ferait mieux d'aller vivre chez leurs autres parents. Comme ça ramènerait le calme dans le couple. Votre copine, Françoise, c'est une vraie aguicheuse. Hein. Elle cherche à vous séduire et vous vous en rendez même pas compte. Hein. Mais vous êtes cloche en plus. Hein. On ne peut pas lui faire confiance. Si elle remet les pieds à la maison, ça va mal se passer. Et puis, on n'a pas besoin de sortir. On est si bien tous les deux. On n'a besoin de rien d'autre. T'as intérêt à être bien docile. Dans votre confusion, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe. Vous êtes partagé entre le besoin de correspondre à ce qu'attend l'autre et votre sidération face à ce qui vous arrive. Vous sentez bien que quelque chose ne va pas, mais comment faire? Alors naissent d'autres sentiments. La peur. La peur de déclencher une crise, car vous ne savez pas quand, ni comment, ni pourquoi elle se déclenche. La honte, parce que vous voyez bien que quelque chose ne va pas. Et vous ne savez pas comment vous en sortir. La colère, contre vous-même, bien sûr. Contre la situation aussi. Et puis contre l'autre. Et puis l'angoisse permanente. Même dans les bons moments. Parce que on ne sait jamais. L'humiliation, car vous êtes sans cesse dénigré ou rabaissé. L'épuisement, car toutes ces émotions et ces sensations, cette lutte contre vous-même, contre l'autre, contre des situations insensées, consomment toute votre énergie. Et l'impuissance. Peut-être qu'il va y avoir une première expérience de violence physique. Tu dis que j'ai été violent avec toi, j'ai pas été violent avec toi, on a été violents l'un vers l'autre, et je suis plus fort. Si vous m'avez pas traîné plus bas que terre, il se serait rien passé. Si tu veux pas corriger le tir, c'est très bien, mais ça va mal se finir. Et puis ça sort doucement de la sphère privée, sous couvert d'humour. T'as vu comme ma femme est belle? Pour une fois qu'elle fait un effort. Vous devenez aussi un faire-valoir. Elle va pas bien en ce moment, tu vois la tête qu'elle a. C'est pour ça, je la sors un peu pour la distraire. Ou alors un sujet de moquerie. Non, mais de toute façon, elle fait toujours la gueule quand on va chez les gens. Elle est chiante. Ça donne vraiment plus envie de la sortir. Et vous, en besoin de reconnaissance, perdu et déstabilisé, vous acceptez les miettes d'attention qu'on vous jette. Parce qu'on vous a appris qu'il fallait faire des concessions. Que les bonnes choses se méritent. Et qu'on s'en va pas sur un coup de tête. Et vous vous cramponnez à cette relation. Parce que, vous aimez cette personne. Et vous êtes sûr
qu'avec tout cet amour, ben, vous allez arriver à apaiser cette relation, c'est certain. Et puis vous êtes redevable de ce qu'on a fait pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a tendu la main à un moment où vous étiez au plus bas. Et puis vous êtes sûr que, finalement, ben, vous ne méritez pas autre chose. Vous êtes sûr que personne d'autre ne voudra de vous. Eh oui. Vous avez peur de tout perdre, enfant y compris. Vous êtes menacé de représailles si vous partez. Tu es mauvaise, Catherine. Mauvaise fille, mauvaise mère, mauvaise épouse. S'il faut que la mère de mon fils meure dans un accident de voiture pour que je sois sûr qu'il ait une bonne éducation, ça peut se faire. Si vous trouvez la force de réagir, ne serait-ce qu'un peu, la sanction tombe, plus violente encore. Faut vraiment être une belle petite pute pour aller déposer une main courante contre son mari. Et toi, t'arrives à te regarder dans la glace, t'es contente. Faut vraiment être une belle petite pute. Aujourd'hui, pour moi, tout ça c'est fini. Les phrases que vous venez d'entendre, ce sont les reproductions exactes de phrases que l'on m'a dites. Des phrases qui ont été prononcées par les deux hommes qui disaient m'aimer. Ces phrases m'ont longtemps paralysée. Doucement, sans m'en rendre vraiment compte, j'ai perdu ma joie de vivre, mon libre arbitre, ma confiance en moi, mon estime de moi, mes repères, ma motivation, ma santé et mon identité. J'ai été dépersonnalisée, réduite à une chose, à un objet, une possession dont on peut faire ce qu'on veut. Impossible de m'enfuir, terrorisée par ce qui pourrait m'arriver, paralysée par la peur d'être seule, de n'être pas crue, et même de me tromper. Tu te remets pas en question, c'est tout. Surtout, fais pas la gueule, Catherine, parce que ça va pas le faire. Remets-toi en question, arrête de faire chier ton monde. T'es pas une princesse. Les conséquences de l'emprise sont innombrables. Il s'agit d'une destruction méthodique de la personne. Dans mon cas. Même si aujourd'hui et depuis 2 ans, je m'en suis sortie, les séquelles sont toujours présentes. Ces phrases résonnent toujours en moi. Certains mots me paralysent encore. Certains bruits augmentent mon rythme cardiaque. J'ai mis un certain temps à me retrouver de la valeur, des qualités, de l'énergie. Je me retrouve démunie parfois dans certaines situations, hantée par une peur irrationnelle d'être moquée, humiliée, dévalorisée. Punie, que sais-je encore, je sursaute, je me fige. Je sens ma respiration s'accélérer pour un verre d'eau cassé, parce que j'ai mis une robe un peu originale. Ah, tu t'es encore déguisée? Et pire que tout, la gentillesse, la normalité, la bienveillance, l'amour m'ont fait peur quand je les ai rencontrés. Perdue dans un schéma auquel j'avais toujours aspiré, mais qui m'était finalement complètement étranger. Inquiétant, terrifiant, incompréhensible. Dans l'incompréhension la plus totale et la confusion, j'ai souffert du manque de mon bourreau. J'ai souffert du manque de ma vie d'avant, de mon espace habituel, dangereux et pourtant sécurisant parce que plus familier. Et tout ça avec un sentiment profond de culpabilité, d'être moins que rien face à cette incapacité à réagir ou à me reprendre en main. Comment peut-on manquer de ce qui nous détruit? J'ai dû me faire violence pour ne pas retourner dans une situation qui me faisait du mal parce que, comme un junkie, sous l'effet du manque, comme un fumeur sans sa clope ou un alcoolique sans son verre, mon corps tout entier, mon âme, souffrait de ne pas recevoir leur dose destructrice et réclamait le retour de mes ascenseurs émotionnels. Toutes ces phrases, tous ces mots, y compris... J'ai compris beaucoup de choses, j'ai été un connard plein de fois. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup changé.
Je sais que tu es la femme de ma vie et je suis sûr qu'on peut recommencer quelque chose de bien. Je les ai entendus pendant des années et ça résonne encore dans ma tête chaque jour, en toute occasion. Et si ma voix tremble un peu aujourd'hui devant vous, alors c'est peut-être un peu à cause du trac, je l'avoue, mais c'est toujours parce que chaque mot que je prononce, à chaque geste que je fais, j'entends ces phrases comme les murmures d'un fantôme me dire que j'y arriverai pas. Et t'es pas capable de faire ça correctement. Que c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Que je suis pas équipée T'es intellectuellement. pas équipée intellectuellement. Que je suis pas une princesse. Tu n'es pas une princesse, Catherine. Qu'encore une fois, je me trompe. Et tu te trompes, Catherine, et t'es fière en plus. Et je les combats. Ces mots, ces phrases qui résonnent à l'infini, ce sont des reviviscences. Ce sont les signes du syndrome de stress post-traumatique dont je suis victime, comme beaucoup d'autres, et qui vous empêchent d'avancer quand personne ne vous aide à le surmonter. Ça reste, ça s'installe, ça continue de vous empêcher d'avancer, de vous terroriser, de vous paralyser. Ça provoque des douleurs physiques, des maux de dos, des maux de ventre, des maux de tête. Ça rend malade, des maladies auto-immunes, des maladies respiratoires, des problèmes dermatologiques, des problèmes cardiaques, gynécologiques ou des cancers. Ça vous plonge dans la dépression, dans la solitude. Ça vous conduit parfois à une sorte de folie. Et pour certains ou certaines, ça va jusqu'à la tentative ou l'incitation au suicide, malheureusement parfois réussie. Soyez indulgents envers les victimes. Ce qu'elles vivent pendant et même après l'emprise est difficilement imaginable pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Et pour vous donner une image que chacun pourra comprendre, imaginez-vous tomber dans un gouffre noir, sans fin, sans rien pour vous retenir, et sans savoir si la chute s'arrêtera un jour, ni ce qu'il y aura à l'arrivée. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous trouverez un endroit où vous accrochez, votre bourreau revient pour vous faire lâcher prise et vous pousser encore plus loin dans votre chute. Tu n'es pas une princesse, pauvre fille. Ferme bien ta gueule, t'as intérêt à être bien docile. Tais-toi. Ce que tu dis, ça ne m'atteint plus. Je suis enfin moi. Je suis plus dépendante de ton regard, de tes ordres, de ta vision des choses. Ta voix, c'est juste un bruit de fond. Comme le train qui passe ou bien les travaux dans la rue. Je suis libérée. Je suis moi. J'ai de la valeur. Je peux avancer. J'en ai été capable. J'en suis capable. Et je peux tout faire. Et je peux le faire sans toi. Et je le ferai que sans toi. Aujourd'hui, je ris. J'aime. Je m'aime. La reconstruction est possible, même si elle est longue et difficile. Mais une aide est indispensable pour se relever. Un suivi médical et psychologique. Retrouver un environnement et un vrai retour à soi. N'ayez jamais peur de demander de l'aide. Demander de l'aide, ce n'est pas une preuve d'échec, ce n'est pas une preuve de faiblesse. Demander de l'aide, c'est une preuve de courage. Et c'est le seul moyen de s'en sortir. Merci de votre attention. J'avais ma maison, j'avais que j'étais en cours d'acquisition, j'avais fait un prêt forcément, j'avais mon travail, et puis bon, les enfants aussi, je me disais, est-ce qu'ils vont s'habituer ailleurs? Puis même, je me disais, si la justice ne me soutient pas et qu'on me les retire parce que j'habite à 1000 km de chez papa,
J'ai pris un risque, là, je le savais quelque part. Là, j'ai pris la décision pour nous, mais par rapport à moi, c'est clair. J'ai pu écouter mes enfants. Là, c'était fini. Pour vous sauver. Nous sauver. Nous sauver, oui. Beaucoup de gens, c'est vrai, me disent que j'ai du courage, mais bon. Pour moi, c'est pas avoir eu du courage d'avoir quitté le Nord. C'est surtout d'avoir du ras-le-bol. J'ai dû partir avec une défaite. Pour moi, c'est pas du courage. Mais bon, je suis arrivée à un stade où je pouvais plus, quoi. Parce que c'est vrai que moralement, physiquement, c'est... On vous propose juste une petite expérience, ça fait pas mal. Personne va chanter. Personne va danser, c'est tout simple. Non plus. Oui, normalement, il ne devait pas y avoir de glaçons. Vous pouvez poser la carafe à côté de la chaise, sans problème. Et on va vous donner à chacun un verre transparent. Voilà. Donc on a un verre transparent. Donc on va voir ce qui se passe dans le verre. On va vous demander, chacun, de prendre la carafe et de remplir votre verre d'eau. Okay. Où vous voulez. On va peut-être enlever les glaçons. Mettez les glaçons dans la bassine. Vous la boirez pas, l'eau, vous pouvez mettre les doigts dedans. Si les glaçons tombent dans le verre, mettez-les dans la bassine. S'ils ne sont pas dans le verre, laissez-les là où ils sont. Très bien. Christophe va passer. Il va vous donner... Alors, on va d'abord observer. Observez votre verre d'eau. Comment il est? L'eau, elle est comment? Claire? Ok. Calme? À peu près. Agitez un peu le verre. Voilà. L'eau, elle bouge, mais on est d'accord, elle est claire. Ok. Christophe va passer, va vous mettre une petite goutte de lait. Juste une goutte. On va regarder le verre. Qu'est-ce qui se passe? C'est trouble. Ok. Alors maintenant, je vais vous confier une mission. J'aimerais bien retrouver l'eau transparente qu'on avait au début, mais sans vider le verre. Il faut simplement rajouter de l'eau. Hein? On va dire que ce beau verre que vous aviez au début, c'est la belle personne que vous étiez avant qu'il vous arrive quelque chose. Quand on a mis un peu de lait dans votre verre, c'est les quelques petites insultes et maltraitances qu'on vous a balancées. Ça a troublé l'eau. Et maintenant, avec tous les câlins et tout l'amour qu'on veut, on va rajouter de l'eau. Vous avez vidé la carafe. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire si l'eau est de nouveau claire? Pas tout à fait pour monsieur. Encore moins pour madame. Et pas tout à fait là non plus. On est d'accord. Une petite goutte de lait a suffi à troubler le verre et une grande carafe d'eau n'a pas suffi à rendre l'eau claire. Les insultes qu'on reçoit en pleine figure, c'est un petit peu comme cette petite goutte de lait. Sauf qu'en plus, quand on les reçoit tous les jours, en grande quantité, c'est plus de l'eau un petit peu trouble qu'on a. C'est de l'eau excessivement trouble. Et vous pouvez rajouter tous les câlins que vous voulez, tous les mots doux que vous voulez derrière. Vous aurez vraiment, vraiment du mal à retrouver une eau claire. Par contre, si on mettait suffisamment d'eau pour évacuer toute cette eau salie, on obtiendrait une eau claire. Par contre, il ne faudrait pas rajouter de lait. On est d'accord? Donc
Donc avec le temps, c'est possible. Avec de la bienveillance, c'est possible. Il faut les deux combiner. Et il faut surtout sortir du schéma toxique qui vous pollue. Arrêtez d'ajouter des gouttes de lait dans son propre verre d'eau, mais aussi dans le verre d'eau des autres. Voilà, petite expérience pour vous montrer un petit peu le mécanisme de la communication toxique et puis aussi des rapports toxiques, qu'ils soient physiques, psychologiques. Du coup, bonjour, ravi de vous voir ici à Moissac. C'est Ali, je suis venu il n'y a pas très longtemps à Moissac et ça me fait du plaisir de parler d'un tel sujet ici devant vous. C'est un sujet qui est très important. On va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur le cyberharcèlement. Et du coup, je me présente, c'est Ali, je suis à la base ingénieur et j'ai quelques masters. Intelligence artificielle, stratégie de développement, là-bas. Et du coup, avec la PDSL, je travaille sur la stratégie de développement de cette association-là en utilisant les technologies qu'on connaît, que ce soit de l'intelligence artificielle, des nouveaux CRM pour les informations, pour les optimiser, pour aider les victimes, nouveaux modes d'emploi. Bref. J'ai aussi aujourd'hui une assistante qui va m'aider, qui s'appelle Sarah, et elle a filmé une petite vidéo à la fin qu'on va revoir le truc. La qualité n'est pas top qu'elle m'a filmé, elle va nous rejoindre à la fin. Intelligence artificielle. Quand Ali finit, je vous présente notre solution de... Bonjour, bonjour, c'est Sarah. J'ai un doctorat en intelligence artificielle. Quand Ali finit, je vous présente notre solution de support associative. Du coup, merci. Est-ce qu'on peut revenir? Merci Sarah. Du coup, la slide. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet d'abord qui nous touche tous. C'est le cyberharcèlement. On a tous été dans une de ces trois catégories. Ou bien on était l'harceleur, ou bien on était l'harcelé, ou bien on était une personne qui a vu, qui a parlé ou pas. Et le cyberharcèlement, c'est un harcèlement en ligne. C'est pas l'harcèlement de la vie quotidienne, voilà. C'est l'harcèlement vraiment en ligne, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le Facebook, sur Instagram, TikTok, etc. Cet harcèlement en ligne peut être présenté et peut cibler plusieurs types et plusieurs âges de personnes. Il peut s'attaquer aux petits, comme il peut s'attaquer aux grands. Le grand, comme on discutait avec Madame Châtel avant, parfois ils abusent de ces gens, ils leur téléphonent par des gens, des commerciaux, pour leur harceler sur le téléphone et pouvoir demander des choses et leur embobiner en gros, leur dire « Ah, on a des aides ici ou on a des aides de là-bas, il faut que vous vous inscrivez là » et à la fin, c'est une arnaque. Du coup, la cible, ça touche des gens qui sont petits jusqu'à les grands. Il suffit juste qu'ils soient en ligne. Et aussi, le cyberharcèlement peut être sous plusieurs formes. Il peut attaquer la religion, il peut attaquer la couleur de la peau. Ah ben il est noir, ah ben il est un peu gros, il ne sait pas parler, il porte toujours des tongs. Ça c'est une forme aussi de cyberharcèlement. Du coup on va montrer quelques statistiques dans la slide d'après. Ici comme on peut voir, 9% des parents ont pu avoir ou connaître un enfant qui a été harcelé, qui était victime d'harcèlement en ligne. On a de même 27% des jeunes femmes âgées qui sont entre 13 et 25 ans qui ont déjà été victimes de violences et de cyberharcèlement.
De plus, on a fait, c'est pas qu'en France en fait, ça c'était fait dans plus de 30 pays, on a eu quasiment les mêmes réponses, c'est un tiers de la communauté, des gens, ont été subis à ce genre de choses. C'est pas qu'en France. Je vais vous donner l'exemple d'une fille qui s'appelle Isabelle. On va dire qu'elle s'appelle Isabelle, mais c'est un vrai cas qui était que la fille, moi je la connais bien. Du coup, elle est tombée amoureuse d'une personne, un journaliste qui était au Brésil. La fille est en France. Et elle a échangé avec lui, avec des mails, pendant un an entier. Avec des mails, parfois il lui envoyait des vidéos, des voices, etc. Après un certain moment, il y a eu une confiance entre eux. Et cette personne-là, qui était censée être célèbre, qui a de l'argent, il lui a dit « Ah bah oui, mais là j'avais besoin de l'argent et ma carte de crédit ne marchait pas. » Elle lui a transféré de l'argent. Une fois, non. Plusieurs fois. Et après tout ça, il a disparu de l'Internet. Et cette fille est partie pour le rechercher. Mais il est où? Il était connu, il est fameux. C'est un journaliste qui est vraiment connu au Brésil. Alors, elle a été sur ces plateformes que d'habitude, elle ne lui parlait pas dessus, à cause qu'il lui a dit que c'était, voilà, il avait une autre femme et il ne voulait pas qu'elle connaisse leur relation. Et maintenant, quand elle lui a contacté sur ces réseaux-là, elle s'est aperçue qu'il n'existe pas. C'était pas une vraie personne, c'était des arnaqueurs sous faux compte qui lui parlaient pour lui faire tomber amoureuse. Du coup, elle est tombée amoureuse d'un arnaqueur qui n'existe pas. Ce qui l'a rendue dépendance affective de cette personne. Elle avait besoin chaque jour que cette personne revienne vers lui, qu'une personne lui envoie « Bonjour, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne pouvait pas lui remplacer. L'arnaqueur était vraiment à étudier toutes les petites choses, toutes les petites caractéristiques qu'il pouvait étudier sur cette femme-là pour la faire tomber amoureuse. Et il lui disait, en gros, nous, on est des flammes jumelles. C'était ça son terme. Bon. Comment on peut analyser tout ça? On peut l'analyser dans un circuit. D'abord, il y a eu des échanges. Isabelle a répondu à des mails et elle a envoyé des mails avec quelqu'un qu'elle n'était pas sûre à 100% que cette personne, ce mail appartient à cette personne. Il y avait des échanges. Après l'échange, il y a une confiance qui s'était établie. Après cette confiance, il y a eu une collecte d'informations. Et ces informations sont très critiques, comme on a dit. Aujourd'hui, une personne qui veut dominer une autre personne ou qui veut la manipuler, elle doit savoir quels sont les points forts et quels sont les points faibles de cette personne. Il doit établir cette confiance pour pouvoir l'embobiner, pour pouvoir la manipuler. Et surtout, après tout ça, après qu'il sait les points faibles de cette personne, il va l'attaquer. Il va aller pour l'attaquer, il va lui demander de l'argent. Il va avoir de la manipulation. Une fois tout ça est fini, il doit se justifier. Pourquoi il l'a attaqué? Pourquoi il n'a pas rendu l'argent? Pourquoi il a fait de tels comportements? Du coup, un nouveau cycle commence. Et des nouveaux échanges commencent, des nouveaux justificatifs pourquoi il a fait ça commencent, et on retombe dans la même loupe. Son but, c'est de la manipuler le plus possible avant qu'il disparaisse de l'Internet et ne plus venir. Du coup, cet arnaqueur-là avait quelques informations sur Internet. À l'époque, il échangeait par mail, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme réseaux sociaux? On a YouTube, on a Instagram, on a Facebook, on a Twitter. Vous imaginez le nombre d'informations que ce arnaqueur pourra avoir de cette personne? Il pourra savoir quel plat elle aime. Quand est-ce qu'elle aime ce plat-là? Quand est-ce qu'elle va liker quelque chose? Quand est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que maintenant elle a déposé une story? Du coup, dans ce temps-là, elle part à ce restaurant-là quand elle était, je sais pas quoi. Il y a plein d'informations qui sont extrêmement importantes que l'arnaqueur pourra prendre de l'Internet, juste de ces réseaux sociaux que tout le monde a accès.
Et du coup, vous allez me dire, est-ce que cet arnaqueur a vraiment le temps de gérer toutes ces informations-là de toutes ses victimes? Je vais vous dire non, mais l'intelligence artificielle, elle a beaucoup de temps. Du coup, l'intelligence artificielle prend, pour expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle prend toutes ces informations-là et fonctionne avec certains algorithmes pour prédire la vérité. L'intelligence artificielle, par exemple, je donne l'exemple de YouTube. YouTube va prendre les informations de nous sur quelle vidéo on a cliqué. Par exemple, on a cliqué sur les vidéos de recettes de cuisine. Et du coup, l'algorithme de l'intelligence artificielle va fonctionner pour prédire que moi, à 19 h, je vais avoir faim et il faut qu'il me donne cette vidéo-là qu'elle va me donner envie de faire ce plat-ci. Et du coup, l'intelligence artificielle ici surpasse ce que l'être humain doit faire pour dominer psychologiquement et manipuler ces autres personnes. Comment se protéger? C'est simple. Les Européens ont mis en œuvre les droits RGPD. C'est un règlement général sur la protection des données, auquel tous les gens, en gros, tous les sites web doivent adhérer à ce genre de structure légale. Et s'ils n'adhèrent pas, s'ils n'acceptent pas, il y a une sanction qui peut arriver jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial, international, et non pas local. Par exemple, si une entreprise internationale n'a pas respecté le RGPD ici en France, elle va être sanctionnée à la base de son chiffre d'affaires, pas local, mais international. Et du coup, c'est 4%, ce qui est immense. Et c'était une des règles les plus strictes et les plus importantes pour les gens. Pourquoi? Car aujourd'hui, comme on a dit, des petites informations comme ça, d'ici ou de là-bas sur les sites web, ils peuvent vraiment dire tout à propos de nous. Qu'est-ce qu'on a, notre religion, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on aime manger, quels sont nos points faibles, comment nous manipuler, comment manipuler un peuple entier. Du coup, il faudra vraiment avoir des règlements extrêmement stricts pour ces données-là. Alors, non, juste avant, il y avait aussi quelque chose de très important que le RGPD nous donne, cette réglementation. Elle nous donne le droit à l'oubli. Disons qu'aujourd'hui, je suis rentré quelque part à l'Internet, j'ai mis mes informations. J'ai le droit légalement d'aller à cette entreprise, à ce site web, de leur dire « effacez toutes mes informations ». Ça s'appelle le droit à l'oubli. Et aussi, ils sont sanctionnés au cas de non-respect. C'est là où le RGPD nous aide. Du coup, alors, l'intelligence artificielle, on a vu aujourd'hui qu'elle est très puissante. À la base de la donnée qu'on a de partout, elle pourra vraiment analyser tout ce qu'on veut, notre personnalité, le futur, manipuler le public et même déclencher des guerres. Vous vous rappelez de la fille que je vous ai montrée d'abord? Elle n'existe pas. C'est une vidéo que moi-même j'ai créée en utilisant l'intelligence artificielle, juste pour montrer qu'on peut créer des choses qui n'existent pas, faire tomber des gens amoureux d'autres d'une intelligence artificielle qui n'existe pas pour leur embobiner, pour leur dire que cette personne satisfait tous vos désirs psychologiques, sexuels, sur tous les niveaux. Et du coup, aujourd'hui, on peut même déclencher une guerre carrément d'une petite vidéo. L'intelligence artificielle est capable parfaitement d'imiter un président et de dire que ce président-là déclare la guerre et il a envoyé des missiles vers l'autre pays. Et qu'est-ce que fait l'autre pays quand il voit cette vidéo-là? Il va répondre avec quelques missiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une guerre s'est déclenchée. C'est parfaitement capable
Aujourd'hui, on est même arrivé à un niveau, là la vidéo que j'ai faite n'était pas la meilleure en termes pour prouver que l'intelligence artificielle peut être réelle. Mais les gens aujourd'hui peuvent vraiment aller à des limites qu'on ne peut pas distinguer les vidéos de la réalité. Il y a une forte probabilité que nous, on ne puisse plus distinguer les vidéos produites par l'intelligence artificielle des vidéos réelles. Les méthodes de protection, on en parlera après. Mais du coup, l'intelligence artificielle peut vraiment être utilisée dans la malveillance. Mais elle peut parfaitement être utilisée dans la bienveillance. On va dire quelques trucs. La récupération de la vue. Aujourd'hui, il y a des problématiques internationales qui sont des gens qui ne peuvent pas voir. Il y a partout des gens qui sont aveugles, ils peuvent pas voir. Et ils n'ont pas trouvé vraiment quelque chose qui peut résoudre ce problème-là. L'intelligence artificielle aujourd'hui peut prendre les photos et les intégrer dans le cerveau de la personne pour qu'il puisse réactiver ces neurones-là ou bien lui donner la mémoire même s'il ne l'avait pas. Et du coup, il pourra même revoir. Cette personne-là pourra voir même s'il n'avait pas, il ne pouvait pas voir. Et c'est une des capacités de l'intelligence artificielle peut offrir. D'autres choses aussi, l'intelligence artificielle peut prédire les catastrophes. Par exemple, un tremblement de terre, les trucs avec les étoiles, etc. Alors la conclusion. Les données et tout ce qui est information en ligne sont primordiales pour comprendre la psychologie de la personne. Toute notre data en ligne est enregistrée en ligne chez des entreprises, elle est dans des clouds. Il faut faire gaffe où est-ce qu'on la met. L'intelligence artificielle se nourrit de cette data-là, de ces informations-là, de partout, pour pouvoir créer quelque chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et le RGPD va nous protéger nos informations à nous. Et c'est juste qu'il faut savoir où est-ce que nous, on utilise, quel site web on l'utilise et comment. Alors, les méthodes de protection, ce qui est dans la slide présente. Alors, on a deux sites web, je peux vous donner, qui peuvent détecter le contenu de l'intelligence artificielle. Alors, ici, vous pourriez dire que je me contredis un peu. Pourquoi j'ai dit ça? Avant, j'ai dit que maintenant, on n'arrive pas à détecter le contenu créé par l'intelligence artificielle. Il y a des logiciels qui le détectent, mais il y a un certain type d'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui qui ne peuvent pas être détectées. Et il y a certaines normes qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir les détecter. Mais ces personnes-là sont très très professionnelles et même à un niveau hacker plus pour qu'on puisse pas détecter leur intelligence. Alors, pour l'intelligence basique, on a 0GPT. C'est l'alternative en gros qui capte ce qui a été écrit par ChatGPT. On a entendu de ChatGPT. ChatGPT, c'est le logiciel auquel nous, on peut écrire quelque chose et il nous répond par écrit. Il génère à la base des informations que lui, il a une réponse. 0GPT, en fait, détecte que cette information-là a été créée par ChatGPT. D'autres choses, c'est le deepfake detection. Par exemple, le deepfake detection, en fait, il détecte une photo qui a été générée par l'intelligence artificielle. Comme par exemple, le vidéo que moi j'ai fait, je l'ai mis dessus, il m'a donné 98% probabilité qu'il soit généré par une intelligence artificielle. Et à la fin, je voudrais bien vous dire que nous, chez APDSL, on veut utiliser cette intelligence artificielle dans la bienveillance. On veut utiliser, car il n'y a pas un choix pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Les grands pays, les grandes entreprises, tous ils sont là-dedans. Du coup, il faut s'équiper de ça. Et nous, on a un chatbot auquel
après, on est en train de le développer pour que les victimes puissent parler directement à ce chatbot, pour qu'ils puissent dialoguer avec lui. Il pourra répondre par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la manipulation et à la perversion narcissique, beaucoup des questions que les victimes en ont besoin. Et à un certain moment, moi, mon objectif, c'est qu'ils puissent donner un appui psychologique réel. Alors, le chatbot sera sur notre site web www.apdsl.fr. Moi, j'en ai développé avant des chatbots de l'intelligence artificielle et pour autres entreprises qui fonctionnent maintenant, ils sont en ligne. Et là, on est en train de le faire pour APDSL. On ne l'a pas encore lancé, mais très bientôt, il va être lancé.